Roberto Balzaretti, bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de Suisse auprès de l'Union européenne. Vous êtes donc basé à Bruxelles. Après avoir passé plusieurs années à Berne comme conseiller diplomatique et un passage éclair au Crédit Suisse comme consultant. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un morceau de gruyère et un morceau de gruyère. Un Suisse et un Français qui vient d'obtenir l'autorisation de s'appeler gruyère, autorisation reçue de la Commission européenne, à condition qu'il y ait des trous pour se démarquer du Suisse. Vous reconnaissez que le gruyère français est bon ou c'est un ersatz pour vous ? Alors, en tout cas, je vois qu'il y a des trous, ça c'est une bonne chose. Le producteur français respecte la loi, les conditions de la Commission européenne. Et puis je dois vous dire franchement que quand je vais acheter du gruyère, je m'attends à ce que ce soit du gruyère suisse. Je veux du fromage avec des trous, normalement c'est de l'emmental chez nous. Cela dit, il n'y a pas d'animosité dans ma réponse. Je crois que c'est très bien que la France et la Suisse, enfin ce sera très bien, qui coopèrent pour défendre ces dénominations. C'est pas une prolifération. C'est pas une défaite pour la Suisse que les Français puissent produire du gruyère? Alors, par l'idée, parce qu'on sait que, enfin, non seulement je parle l'idée, je sais qu'il est produit de manière correcte, les normes phytosanitaires sont respectées, il est certainement de bonne qualité. On accepte cette décision. Gruyère n'est pas une dénomination protégée au point qu'il ne soit pas possible de ne pas l'utiliser en Europe. Ce que je vous dis, c'est que ça serait bien qu'elle ne soit pas utilisée partout. Et donc, je souhaite que la Suisse et la France maintenant coopèrent pour défendre ces dénominations dans le monde. Après, c'est une question d'étiquetage. Si le consommateur sait ce qu'il achète, pour nous, ça va très bien. Alors, un sujet dont on a fait tout un fromage, c'est la dernière votation en Suisse. Les citoyens suisses ont voté contre les rémunérations abusives des grands patrons. On ne savait pas que la Suisse était un pays rebelle. Ah si. Alors, plutôt que rebelle, plutôt un pays qui résiste. Résistant. Notre histoire démarre d'ailleurs avec un acte de résistance, de rébellion. Lorsqu'à la fin du XIIIe siècle, nous chassons quelque part l'empire autrichien qui dominait le pays. Puis c'est resté comme ça jusqu'à la moitié du XIXe siècle, lorsque notre première constitution prévoit, et je viens à cette initiative, des instruments tels l'initiative et le référendum. Au fond, il y a deux choses, si vous voulez, là. Il y a un désir d'autodétermination, un souhait de pouvoir dire nous-mêmes ce que nous voulons pour notre pays, d'une part, et d'autre part, cette culture de dialogue, de la confrontation des idées. C'est de là que ça vient. C'est ça la démocratie à la Suisse, c'est le citoyen qui décide de tout, pour le meilleur et pour le pire, parfois. Oui, vous avez raison de souligner cela. Ces instruments de participation démocratique à la vie politique ne sont pas à la carte. Ils sont là. Les gens, 5000 citoyens, peuvent demander au gouvernement de faire quelque chose, d'inscrire une disposition dans la Constitution, de devenir actif, ou alors, et ça c'est le référendum, 50 000 peuvent défier une décision du gouvernement. Ça peut être une loi, un accord de droit international. Ça rend les choses un peu plus complexes, un peu plus compliquées, peut-être un peu plus lentes, mais ça les rend aussi beaucoup plus solides. Et puis je dirais, au fond, dans le long terme, ça empêche les gouvernements de faire de grosses bêtises. Alors, pour revenir à cette dernière votation, contre les rémunérations abusives des grands patrons, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ça doit être difficile pour vous de répondre, parce que les citoyens ont voté cette mesure, mais le gouvernement et le Parlement, ils étaient contre. Alors, le gouvernement et le Parlement n'étaient pas contre le principe lui-même, ils souhaitaient suivre une autre piste, une piste plus législative, un peu moins contraignante. Le peuple a gagné, donc le peuple a raison, et ça, il faut l'accepter. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de transformer en loi, donc un acte législatif un peu plus concret, ce souhait exprimé assez clairement, enfin très clairement par la population suisse, et ça on respecte. Quand je vous disais que c'est pas à la carte, ça veut dire ça, quoi. Le peuple s'exprime et le gouvernement, ma foi, il doit mettre en œuvre ce que le peuple a voulu. Alors je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question, c'est un député européen, on l'écoute. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et permettez-moi de vous complimenter pour ce que la Suisse vient de réaliser avec l'initiative de Thomas Minder, mettre un terme aux rémunérations excessives, aux parachutes dorés, aux golden handshakes qu'on voit beaucoup trop dans l'industrie et dans l'industrie de la finance en particulier. Donc là, la Suisse nous montre l'exemple et donc ma question est très simple. Êtes-vous prêt à montrer l'exemple sur un autre sujet ô combien épineux, celui de la fraude fiscale? Et donc très concrètement, seriez-vous prêt à ce que la Suisse
s'engage à échanger automatiquement les informations sur les comptes de non-résidents suisses, notamment avec les autorités fiscales des 27 États membres de l'Union européenne. Vous le savez, la Grèce est dans une situation extrêmement difficile. Il se dit que 300 milliards d'avoirs grecs sont logés pour l'instant dans des banques suisses. Il serait évidemment intéressant que les autorités fiscales grecques aient accès à ces informations, mais ce n'est qu'un exemple parmi 27 autres. Et donc, je serais très heureux d'entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Réponse ? Alors, je dirais trois choses. La première chose, M. Lamberts fait référence à notre secret bancaire. C'est une disposition de loi qui protège le client par rapport au banquier, qui empêche le banquier de délivrer des informations sur le client. C'est comme toutes les lois, elle est sujette à des limitations, elle est sujette à d'autres lois, à l'entraide judiciaire. Ça n'a jamais empêché un juge d'avoir accès à des informations précises lorsqu'il y a un délit ou il y a un crime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne crois pas que les problèmes de la Grèce, puisqu'il lui a fait référence, qui sont structurels, sont beaucoup plus profonds que contingents, soient dus au secret bancaire suisse. Les autorités grecques ont accès à toutes les informations qu'ils souhaitent lorsqu'ils peuvent prouver que l'argent a été sorti de manière frauduleuse du pays. Et on entendait, encore dans la question de Philippe Lamberts, ce lien entre secret bancaire et fraude fiscale. Ça vous fait sursauter quand vous entendez ça ? Non, parce qu'en présence de fraude fiscale, il n'y a pas de secret bancaire. Si l'autorité grecque nous saisit d'une demande d'entraide judiciaire prouvant qu'on est en présence d'une fraude fiscale, le secret bancaire n'existe pas. Mais pour résoudre le problème plus global auquel il fait référence, nous avons négocié des accords avec la Grande-Bretagne, avec l'Autriche, avec l'Allemagne. L'Allemagne, finalement, le Parlement allemand n'a pas souhaité ratifier l'accord, mais l'accord est en vigueur avec la Grande-Bretagne et l'Autriche. Nous sommes en train de négocier un même accord avec la Grèce. Hier, il y avait une délégation suisse à Athènes qui prévoit de régler le passé, donc l'argent qui, oui, a peut-être été amené de manière frauduleuse en Suisse, avec un paiement rétroactif. Et non seulement ça, il prévoit aussi de régler, en complément à l'accord que nous avons avec l'Union européenne sur la fiscalité de l'épargne, des dispositions qui, pour le futur, empêchent l'argent de filer de cette manière-là. Dernière question, quand est-ce que vous rentrez dans l'Europe ? Alors, nous sommes en Europe, dans l'Union européenne, ça, c'est notre paire de manches. Vous savez, nous avons 120 accords bilatéraux. Parce que vous êtes un peu un village gaulois qui résiste là, autour de vous. Il y a l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la France. Bon, je vous dirais que le moment n'est peut-être pas très propice non plus pour parler d'adhésion à l'Union européenne en ce moment. Mais au-delà de la forme que peut revêtir cette coopération, c'est la substance qui compte. Et nous avons depuis vingtaine d'années des rapports très très intenses avec l'Union européenne. C'est notre premier partenaire. Nous sommes pour l'Union européenne le troisième partenaire au monde après les États-Unis et la Chine. Ça, on le sait peut-être pas. Avec des centaines de milliers de personnes, des Européens qui vivent chez nous, avec des centaines de milliers de Suisses qui vivent en Europe. Il faudra voir comment on peut développer cette relation. Un jour ou l'autre, peut-être, on aura ça. Pour l'instant, ce qui compte, c'est qu'on continue de coopérer correctement. Roberto Balzaretti, merci d'être venu au bar de l'Europe. Je vais vous faire goûter ce morceau de gruyère français. Je ne vous laisse pas le choix. Vous donnerez votre avis hors antenne. Avec volonté, avec plaisir. Merci.